Bonsoir. Je vais vous lire des extraits d'un livre qui vient de sortir, qui s'intitule Gaza d'ici là, et qui se concentre sur les événements qui ont eu lieu lors des interventions militaires menées à Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009, connues sous le nom d'opération Plomb Durci. Des extraits de la première partie qui s'intitule Ici. Première séquence. Quand les hostilités ont éclaté, le 27 décembre 2008, l'homme de 59 ans a demandé à sa femme et ses enfants de quitter leur domicile où il est resté seul. Le 9e jour des opérations, après une journée de bombardement d'artillerie, les forces terrestres ont envahi la partie nord-ouest du secteur où se trouvait la maison de l'homme. Le 10e jour des opérations, vers minuit, les forces armées ont pénétré chez lui. L'homme était alors caché sous l'escalier au rez-de-chaussée. Il a crié et levé les bras lorsqu'on l'a découvert. Les soldats avaient des torches électriques attachées à leur casque et le visage peint en noir. À la pointe du fusil, les soldats ont ordonné à l'homme de se déshabiller, ce qu'il a fait, en gardant ses sous-vêtements. Les soldats lui ont ensuite demandé de se retourner, puis de se rhabiller. On lui a ligoté les mains derrière le dos, attaché les chevilles et bandé les yeux. Après l'avoir roué de coups, on l'a emmené dans la maison d'un voisin. L'homme a alors confié qu'il était très asthmatique, mais les soldats ne lui ont pas permis d'emporter son inhalateur. Dans la maison du voisin, l'homme a été interrogé par un officier qui voulait savoir où se trouvait le soldat Gilad Shalit et quels étaient les emplacements des tunnels du Hamas ainsi que des lance-roquettes. Les soldats ont menacé de faire sauter sa maison s'il ne répondait pas. L'homme a déclaré ne rien savoir de tout cela et fait valoir qu'il avait travaillé pendant plus de 30 ans en Israël, où il avait construit des centaines de maisons. L'homme parle bien l'hébreu, et c'est dans cette langue qu'il communiquait avec les soldats. Au bout d'une trentaine de minutes, on a emmené l'homme à un autre endroit dans le voisinage et on l'a fait asseoir. Un quart d'heure plus tard, on l'a de nouveau fait se rendre à pied ailleurs. Un des soldats dirigeait ses pas, tout en le tenant à la pointe de son fusil. L'homme avait encore les yeux bandés, et même si l'on avait légèrement desserré les liens qui lui entravaient les jambes, il avait du mal à marcher. Dans une maison, qu'il reconnaîtra ensuite comme étant celle d'un voisin, un soldat lui a détaché les jambes et débandé les yeux, les mains toujours ligotées. L'homme a alors découvert un certain nombre de soldats dans la maison et une quinzaine d'officiers assis dans le salon. Il y avait disposé devant eux des plans et des radios. L'un des officiers, qui avait 3 galons à l'épaulette, lui a demandé de localiser sur une carte l'emplacement de sa maison, puis les endroits où étaient situés les tunnels et où étaient installés les lance-roquettes. L'homme a répondu qu'il n'en savait rien. On lui a de nouveau bandé les yeux, mais le bandeau n'était pas totalement opaque. On a fait sortir l'homme de la maison sur la route. Comme précédemment, on le tenait par derrière, une arme pointée contre son dos. À cause de l'état de la chaussée, défoncée par les chars et autres engins militaires, il était difficile de marcher. L'homme a ainsi déambulé pendant près de 2 heures sous les ordres des soldats. Quand il passait devant une maison, les soldats s'arrêtaient et criaient « Qui est là ?» Les soldats ouvraient alors le feu, forçaient l'homme à pénétrer à l'intérieur pendant qu'eux se regroupaient derrière lui, puis tous repartaient une fois la maison fouillée. Ils l'ont ainsi fait entrer dans 5 maisons différentes, mais n'ont jamais trouvé personne. Ils ont ensuite marché pendant environ 1 heure, s'arrêtant de temps à autre, sans qu'il y ait de coups de feu. Enfin, on lui a demandé de s'asseoir à même le sol, et on lui a jeté une couverture. L'homme a été retenu 2 jours durant dans ce lieu, dont il a pu déterminer qu'il était proche de l'école américaine, dans le nord de Gaza. Pendant ces 2 jours, on ne lui a donné ni à manger, ni à boire. L'homme a ensuite été transporté, toujours les yeux bandés, dans ce qu'il pense être un char, pendant à peu près 1 heure et demie, jusqu'à un autre endroit encore,
dont ils pensent qu'il s'agissait de Nitzarim, où on l'a jeté à terre. On l'a retenu là 2 jours et 2 nuits en plein air, et pendant tout ce temps, les soldats ont refusé de lui donner une couverture. Au cours de ces 2 journées, l'homme a été interrogé à plusieurs reprises sur l'emplacement des tunnels du Hamas et des lance-roquettes, ainsi que sur le lieu où se trouvait Gilad Shalit. On l'a frappé et menacé de mort s'il ne donnait pas les renseignements demandés. Le 2e jour, vers 17 h, on l'a emmené dans un véhicule fermé, probablement un camion, dans un centre de détention situé en Israël, dont il a entendu dire par un soldat qu'il s'agissait du centre de Telmount. On a alors relevé ses empreintes digitales et on l'a conduit auprès d'un médecin à qui il a confié souffrir d'une grosse crise d'asthme et d'une blessure au dos consécutive à un récent passage à tabac. Mais le médecin ne lui a délivré aucun médicament. On l'a ensuite transféré dans une cellule où, là encore, on a refusé de lui fournir une couverture. L'homme a de nouveau été interrogé dans le centre de détention, cette fois par des civils, puis transféré dans un autre lieu encore, où il a été détenu avec une 50aine d'Arabes. Au bout de 2 jours, on l'a emmené au poste frontière d'Erez, où on lui a ordonné de retourner dans la bande de Gaza à pied. Les soldats lui ont tiré autour des pieds et par-dessus la tête alors qu'il s'en allait. Au bout de plusieurs heures, l'homme a finalement réussi à atteindre la maison de sa sœur, où il s'est effondré. On a pu le conduire ensuite à l'hôpital. Séquence 10. Dans la nuit du 9e au 10e jour des opérations, l'homme, sa femme et leurs enfants se trouvaient rassemblés chez eux. Espérant être ainsi mieux protégés au cas où ils seraient exposés à des tirs, ils avaient posé leur matelas à même le sol de la maison. Vers 1h30 du matin, la femme a entendu une forte explosion qui a ébranlé la maison et fait voler les vitres en éclats. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle allait chercher son téléphone portable dans une pièce voisine, dont elle comptait se servir pour s'éclairer, la femme a entendu une seconde explosion qui semblait cette fois s'être produite à l'intérieur de la maison même. Les enfants se sont alors mis à crier, à appeler papa, mais l'homme ne répondait pas. Finissant par le trouver dans l'obscurité, la femme a constaté au toucher que son mari était blessé à la tempe, entre l'œil et l'oreille. 2 de ses filles, de 6 et 13 ans, étaient blessées elles aussi. La femme a alors appelé le frère de l'homme, qui habitait une maison voisine, lequel, après avoir examiné l'homme, l'a déclaré mort. Alors que les membres de la famille s'apprêtaient à gagner la maison du frère de l'homme, des soldats ont fait irruption en tirant. Ils ont demandé au frère de l'homme s'il faisait partie du Hamas, ce à quoi il a répondu par la négative, en ajoutant qu'il ne se trouvait aucun membre du Hamas ou du Fatah dans les environs. La femme dit que les soldats se sont alors mis à rire, tout en soutenant que le frère de l'homme était bien membre du Hamas. Le rire des soldats rendait sa peine plus cruelle encore, dit la femme, car elle savait qu'ils avaient vu le corps mort de son mari et les corps blessés de ses enfants. Les soldats ont ensuite ordonné au frère de l'homme de se déshabiller et de traîner le corps de l'homme dans une autre pièce. Puis ils ont jeté des matelas et des couvertures sur la dépouille. Le corps de son mari gisait toujours dans la même position lorsque la femme a enfin pu retourner sur les lieux 2 semaines plus tard. Les enfants ont demandé à leur mère s'ils allaient eux aussi être tués. Et elle leur a répondu en récitant la Shehada, prière que l'on prononce lorsqu'on se trouve en danger de mort. La femme dit aussi que les soldats se sont mis à briser les carrelages qui recouvraient le sol de la maison et à creuser la terre sous-jacente. Les soldats cherchaient du sable pour remplir des sacs qu'ils ont ensuite montés et entassés sur le toit terrasse de la maison. Après être restés assis par terre un certain temps sur ordre des soldats, la femme, ses enfants et le frère de l'homme ont été transférés dans la maison de ce dernier, où se trouvaient 4 autres ménages faisant partie de leur famille élargie. Les hommes les plus jeunes étaient menottés et 4 d'entre eux
avaient les yeux bandés. Une soixantaine de soldats occupaient la maison. La femme se souvient les avoir vus aller et venir, transportant des victuailles, des boissons et se détendre sur les canapés. Une de ses filles leur ayant demandé à manger, les soldats ont d'abord refusé, puis lui ont tout de même permis de se rendre dans la cuisine pour chercher un morceau de pain. Le 10e jour des opérations, après les prières de la mi-journée, les soldats ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Femmes et enfants ont ensuite reçu l'ordre de se rendre à pied à Rafah. La famille a tenté de protester et demandé la permission d'aller à Gaza, où ils avaient des parents. Mais les soldats leur ont répondu qu'ils seraient abattus s'ils tentaient de se rendre à Gaza. Les soldats ont autorisé le frère de l'homme et son fils de 18 ans à accompagner femmes et enfants, et les autres hommes sont restés sur place. Le groupe de la famille a d'abord suivi une ruelle en direction de la rue Al-Seka. Là, ils ont été rejoints par des membres d'une autre famille qui habitait aussi le quartier, arborant des drapeaux blancs. Alors que le groupe des deux familles se déplaçait le long de la rue Al-Seka, un soldat, posté sur un toit, leur a ordonné de retourner vers le sud et de marcher jusqu'à la ville de Rafah. Les deux familles l'ont supplié de les laisser poursuivre en direction de Gaza, mais, sans sommation, le soldat a ouvert le feu, tirant au hasard, dit la femme. Une jeune femme de 28 ans touchée par une balle a été tuée sur le coup. La femme, elle, a été blessée au bras droit. Sa fillette de 3 ans a aussi été blessée, à la poitrine. La femme, portant sa fille de 3 ans, ses autres enfants, sa belle-mère et le reste du groupe ont poursuivi leur chemin et réussi à se réfugier dans une maison voisine. Le groupe a quitté les lieux quelques heures plus tard et en même temps que d'autres familles, s'est mis à marcher vers la rue Salah ed-Din, puis s'est dirigé vers le sud. Lorsqu'ils sont parvenus à hauteur de l'oued de Gaza, un automobiliste a pris en charge la femme et sa fille de 3 ans. Il les a transportés jusqu'à un hôpital, à Der el-Bala. La fille de 3 ans a succombé à ses blessures peu après son admission à l'hôpital. La femme, enceinte de 2 mois, y a fait une fausse couche. Séquence 15. Un soldat dit: si on voit quelque chose de suspect, on tire. Le soldat dit encore: mieux vaut toucher un innocent que risquer, en tergiversant, de manquer un ennemi. Un autre soldat attribue à son chef de bataillon les instructions suivantes. Dans le doute, tirez. Doute vos certitudes. Le premier soldat résume comme suit les instructions du chef de bataillon. L'ennemi se cache derrière la population civile. Si quelqu'un paraît suspect, il n'est pas question de lui accorder le bénéfice du doute. Tout suspect peut se révéler être un ennemi, même s'il s'agit d'une petite vieille qui s'approche d'une maison. Une vieille femme peut très bien transporter à elle seule une charge explosive. Un troisième soldat dit: on ne tire pas seulement quand on se sent directement menacé. L'idée est qu'on est constamment en danger. Donc, si une menace quelconque se présente, on tire. Personne ne nous a jamais dit « tirez sans faire de détails » ou « tirez sur tout ce qui bouge ». Cependant, nous n'avons pas non plus l'ordre de n'ouvrir le feu qu'en cas de danger tangible. Certains soldats disent avoir approuvé les instructions selon lesquelles ils devaient tirer en cas de doute. L'un d'entre eux dit: il y a une différence entre la guerre en milieu urbain et des accrochages bien circonscrits. En milieu urbain, l'ennemi, c'est tout le monde. En milieu urbain, il n'y a pas d'innocents. Un autre soldat dit, quant à lui, que le principe opérationnel le met très mal à l'aise et raconte que lui-même et ses camarades ont tenté d'interroger à ce sujet le commandement de leur unité après qu'un tir eût mortellement touché un homme manifestement innocent. Le second principe opérationnel est exposé en ces termes par l'un des soldats.
Cette pratique, l'établissement de postes avancés dans les secteurs contrôlés par les forces armées après l'invasion terrestre de la bande de Gaza, consiste notamment à tracer des lignes rouges. On tire systématiquement sur quiconque franchit une telle ligne. On tire dans l'intention de tuer. Je vais lire des extraits maintenant de la deuxième partie de ce livre qui s'intitule « Là ». Séquence 6. Le système Zveda Adom, couleur rouge, est un dispositif radar d'alerte rapide dont les forces armées ont équipé les villes du sud d'Israël. Il a été installé à Salar Hadinoroth en 2002 et dans différents quartiers d'Ashkelon en 2005 et en 2006. Lorsque le dispositif d'alerte rapide détecte la trace radar caractéristique du lancement d'une roquette depuis Gaza, il déclenche automatiquement le système d'alerte radio qui dessert les localités et les bases militaires proches de la bande de Gaza et diffuse un signal électronique à 2 tons, répété une fois et suivi d'un bref message enregistré, les mots Zveda Adom prononcés par une voix féminine. Le message d'alerte est répété tant que des tirs sont détectés et que toutes les roquettes n'ont pas atterri. À Salar Hadinoroth, le système donne l'alerte environ 15 secondes avant l'impact d'un projectile. Le laps de temps qui s'écoule entre l'alerte et l'impact est d'autant plus long que la localité est plus éloignée de la bande de Gaza. Les habitants d'Ashkelon évaluent à une vingtaine de secondes le délai dont ils disposent pour se mettre en lieu sûr. Plus au nord, les habitants de la ville d'Ashdod et ceux de Beersheba dans le Negev estiment disposer après l'alerte de 40 à 45 secondes. Mais le système Zveda Adom n'est pas infaillible. Un habitant dit qu'il n'a pas détecté une roquette qui a explosé à Salar Hadinoroth le 21 mai 2007, tuant une personne et en blessant 2 autres. Il arrive aussi que le système donne de fausses alertes, ce qui a conduit les autorités d'Ashkelon à les désactiver en mai 2008. Il en a résulté que le 14 mai 2008, une roquette dont le tir n'avait pas été annoncé par une alerte a touché un centre commercial, blessant grièvement 3 personnes. Selon les organismes responsables des services de santé mentale, le déclenchement périodique du système Zveda Adom et aussi la hantise d'attaques non détectées par ce système ont de profondes répercussions psychologiques sur les habitants des zones qui se trouvent à portée des lance-roquettes et des mortiers de la bande de Gaza. Séquence 7 et dernière. Les tirs de roquettes qui ont touché des villes et des villages du sud d'Israël ont fait des dégâts matériels localisés, endommageant notamment des maisons d'habitation et des véhicules automobiles. Pendant les opérations de Gaza, 9 écoles et écoles maternelles ont été endommagées par des tirs de roquettes à Salar Hadinoroth, à Beersheba, à Ashdod, à Ashkelon et à Kiryat Ha'inok. À Ashdod, ce sont 2 écoles maternelles qui ont été endommagées. On dit que le 8 janvier 2009, 12e jour des opérations, une roquette Grad lancée depuis la bande de Gaza a endommagé une école à Ashkelon. On dit que le 26 février 2009, une roquette Grad lancée depuis la bande de Gaza a endommagé 2 maisons à Salar Hadinoroth. On dit que le 5 mars 2009, une roquette Grad lancée depuis la bande de Gaza a endommagé une synagogue à Netivot. On dit que les alertes fréquentes qui obligent la population à se réfugier dans des abris, les frappes à la roquette et le traumatisme psychologique persistant qui résulte des alertes et des attaques ont entravé l'exercice par les enfants et les jeunes adultes des localités exposées du sud d'Israël de leur droit à l'éducation.
On dit que les fermetures d'écoles, décidées durant les périodes de recrudescence des hostilités, sont la manifestation la plus visible des incidences des attaques sur l'éducation. Que pendant les opérations de Gaza, les établissements d'enseignement de Salah ad-Din et de Ashkelon, de Ashdod et de toutes les autres localités exposées aux tirs de roquettes sont restés fermés. On dit que même lorsque les écoles sont ouvertes durant les périodes relativement calmes, l'enseignement est perturbé par des alertes, dont la fréquence atteint parfois le nombre de 20 par jour. Alertes qui à chaque fois obligent les élèves à se réfugier dans les abris, ce qui rend l'enseignement presque impossible. L'homme, chargé de cours dans un institut universitaire près de Salah ad-Din dit que l'atmosphère y est tendue, que les enseignants vivent dans la crainte et souffrent d'anxiété chronique, que lorsqu'on risque à tout moment de devoir se précipiter vers les abris, les professeurs ne peuvent pas enseigner, ni les étudiants se concentrer sur leur travail, que même dans les salles de classe protégées, les étudiants doivent à chaque alerte s'éloigner des fenêtres et se rassembler dans les couloirs. Tout cela ne crée pas des conditions favorables à l'étude et à l'enseignement, dit l'homme encore. On dit que les enfants ne peuvent pas courir et jouer librement, qu'ils doivent rester toujours à proximité d'un abri, que les plus âgés d'entre eux ont grandi dans ces conditions et qu'ils connaissent bien la routine, qu'ils savent disposer de 15 secondes seulement pour se mettre à l'abri. On dit que pour certains enfants, cette situation est devenue comme une seconde nature, qu'ils battent des mains pour inciter les autres à les suivre et courir vers l'abri, qu'il est difficile pour les enfants de fréquenter régulièrement l'école, que les tirs de roquettes ne favorisent pas l'assiduité, que les tirs de roquettes créent une atmosphère peu propice à l'étude. La femme dit qu'il est difficile d'exprimer à quel point les enfants sont perturbés par les alertes, qu'ils n'ont pas besoin de voir atterrir une roquette Qassam pour être effrayés, que l'alerte suffit, que certains se mettent alors à pleurer, que d'autres font pipi dans leurs culottes, que lorsque l'alerte est donnée à proximité d'une école, les psychologues se rendent immédiatement sur les lieux pour parler aux élèves, que quelquefois les enfants ont comme une crise d'épilepsie. Ils sont alors pris d'un tremblement incontrôlable. L'homme, responsable de collectivité du kibbutz Nir Am et du kibbutz Gevim, tient des propos similaires. L'homme dit que de plus en plus de familles avec de jeunes enfants quittent les kibbutzim pour s'installer dans des zones plus sûres, ce qui rend la gestion des services d'éducation à l'usage des kibbutzim de plus en plus difficile. La femme, qui travaille dans un centre de soutien psychologique à Salah ad-Din dit que les enfants n'ont pas une vision bien ordonnée et ne se sentent pas en sécurité, ce qui restreint leur capacité d'apprendre et les rend plus réfractaires à l'éducation. La femme dit que les enfants ne se sentent en sécurité ni à l'école, ni chez eux, et que le stress influe sur leur comportement. Que comme ils ont besoin d'extérioriser ce qu'ils ressentent, la violence se répand dans les écoles, que l'atmosphère est extrêmement tendue, et qu'il est difficile de vivre longtemps pareille situation sans en subir les conséquences. Bien sûr, dit la femme, il en va de même pour les enfants qui vivent dans la bande de Gaza. Les enfants, qu'ils soient natifs d'un bord ou d'un autre de la frontière, n'ont aucune chance jamais de pouvoir mener une vie normale, dit-elle enfin. Merci.